Bonjour à tous et bienvenue dans ce bouillon de culture. Je suis super content de vous parler de ma consommation culturelle de cet été et nous allons tout de suite commencer avec un roman dont j'ai vraiment hâte de vous parler. Holden, mon frère de Fanny Chiarello. Ce roman est un petit peu particulier parce que je ne l'ai pas découvert au mois de juillet. En vérité, il se trouve que c'est un roman que je connais depuis des années, au point même je l'ai lu et tellement relu qu'il y a toute une partie des pages qui se sont décollées. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça parle de Kevin qui a une famille de merde, pour le dire joliment. Son père se barre pendant les vacances, du coup sa mère les oblige à jouer dehors en plein mois de février parce qu'elle veut pas s'occuper d'eux. C'est ainsi que Kevin pousse, en quête de chaleur et surtout d'un endroit où pisser, la porte de la bibliothèque municipale. Et il va y faire deux rencontres, Laurie, l'insupportable première de sa classe qu'il va découvrir dans son environnement naturel, et une super grand-mère qui a très envie de lui faire lire ses classiques. Et notamment la première chose qu'elle lui fait lire, c'est L'Attrape-Cœur, un roman classique de littérature américaine, je pense, et il se trouve que le protagoniste s'appelle Holden, d'où le titre. Du coup, c'était mon roman préféré quand j'avais 14 ans. Vous savez, quand vous anticipez le fait de revoir quelque chose que vous avez perdu depuis longtemps, parce que vous dites que vous serez forcément déçu, j'avais ça avec ce livre. La moi de 14 ans n'a clairement pas les mêmes attentes littéraires que la moi de 20, et pourtant, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je suis trop contente que ça m'ait autant plu. C'était super satisfaisant à relire, il y a même beaucoup de choses en fait que je comprenais pas bien quand j'avais 14 ans, déjà parce que il parle pas mal du système français, genre la DAS par exemple, moi je savais pas ce que c'était quand j'avais 14 ans, là-dedans ils les menacent tout le temps de les emmener à la DAS, je ne savais pas exactement ce que c'était. Pareil, L'Attrape-Cœur, je l'ai toujours pas lu, mais aujourd'hui je connais un peu mieux le bouquin, son contexte, je sais un peu plus ce qu'il raconte, et du coup je comprends pourquoi est-ce que Kevin s'identifie autant à lui. Et en fait je pense que c'est une grande force de ce bouquin, et que c'est pour ça que je vous invite à le lire si vous en avez l'occasion, parce que en fait il est très accessible tout en étant extrêmement intelligent. Et ça fait que j'appréciais de le lire à 14 ans, et j'apprécie toujours de le lire à 20 ans, et je pense que je l'aimerais encore dans plusieurs années, parce que il a à la fois cette simplicité d'identification pour les jeunes d'environ 14 ans, mais il a aussi une écriture qui est complètement folle, il y a plein de jeux de mots, plein de jeux de langue de manière générale, et en fait il est hyper attrayant, même pour des lecteurs aguerris. Aussi forcément, moi à 14 ans j'avais pas forcément la même vision des classes sociales qu'aujourd'hui. Je comprenais que sa famille c'était une famille de merde, mais je comprenais pas exactement tout ce que ça impliquait de vivre en fait dans une classe sociale aussi pauvre, parce que c'est ça qui se passe en fait. Bon, on peut être de classe sociale pauvre et pas être des connards avec ses gosses, hein. Ça existe aussi. Mais voilà, le style est vraiment super intéressant, l'histoire est mignonne et très drôle aussi, il y a beaucoup d'humour, et en tant qu'adulte il y a plein de sous-couches que je voyais pas forcément à 14 ans qui ont fait que ce livre a été encore plus une révélation. J'ai relu également L'écume des jours, et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je relis autant de romans plutôt que d'en lire des nouveaux, c'est parce que je n'y arrive pas, tout simplement. Résumé, Colin et Chloé, comme moi, tombent amoureux et se marient, mais malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Le mariage se passe comme prévu, mais c'est après que ça dégringole un petit peu. Donc il y a 6 personnages, on a Colin, Chloé, Chick, Alice, Nicolas et Isis. On va surtout se concentrer sur Colin et Chloé, même vraiment surtout sur Colin. Et je vous conseille de sortir les mouchoirs, parce que vous allez chialer sa mère. En tout cas, la première fois que je l'ai lu, j'ai vraiment chialé sa mère. Cette fois-ci, je sais pas pourquoi, j'étais plus dans une appréciation de la poésie, du style, etc. et moins dans la découverte de l'histoire. J'ai pas vraiment pleuré à la fin, mais l'émotion était quand même là. Du coup, c'est un classique qu'on ne présente plus, hein. Boris Vian, c'est pas un inconnu. La plume est magnifique, c'est de l'absurde, donc il y a un mélange de registres incroyable. On va avoir des mots qu'on ne comprend absolument pas, juste à côté de mots super vulgaires qu'on emploie tous les jours. Il y a beaucoup d'humour aussi, sur des jeux de mots aussi, sur cette différence de langage. Le vocabulaire, par conséquent, est également vraiment très riche. Et par rapport à ma précédente lecture, j'ai aussi vraiment eu un truc très visuel, j'avais vraiment une espèce de dessin animé des personnages qui se déroulait dans ma tête. Et surtout, la toute dernière page, la toute dernière, vraiment le tout dernier paragraphe, c'est une masterclass. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, mais pour moi, c'est l'une des meilleures fins de roman que j'ai jamais lu. C'est la meilleure manière de finir quelque chose. Et c'est super
super bien écrit. Du coup voilà, je suis vraiment super heureuse de l'avoir relu, même si je m'attendais quand même à plus de débordements émotionnels, mais je l'ai lu d'une autre manière et je pense que c'était bien aussi. L'écume des jours, Boris Vian, très chaude recommandation également. Alors nous avons été à toute une série d'expositions pendant ces vacances, et notamment I Love Japan à la gare Guillemin de Liège. Donc c'est une expo sur le Japon, faut pas s'attendre à un mind blow incroyable. C'est un petit peu cliché et surtout il n'y a pas vraiment de direction choisie. Ils ont voulu couvrir toute une série de sujets qu'on connaît en fait déjà pas mal, mais globalement c'était pas transcendant. Par contre, il y avait une très bonne scénographie, l'agencement était vraiment très joli et il y avait vraiment des décors et tout ça assez immersifs. Il y a beaucoup de choses qui étaient assez intéressantes dans la manière dont c'était mis en place, mais au final, ce que ça mettait en place ne l'était pas tant que ça. On a également été voir une pièce de théâtre, Roméo et Juliette à l'abbaye de Villers-la-Ville. Que puis-je vous dire? C'était vraiment magique. C'était magnifique. J'avais déjà lu Roméo et Juliette, j'ai déjà vu le film de Baz Luhrmann, j'ai déjà même joué en partie Roméo et Juliette. Je jouais Roméo, pour ceux qui veulent savoir. Mais j'avais jamais vu la pièce jouée au théâtre. Et là en plus l'abbaye de Villers-la-Ville c'est particulier parce que c'est pas un théâtre, c'est une abbaye en ruine. Donc en fait, dans les ruines, ils construisent des scènes. Là il y en avait que deux. J'avais déjà été voir le Capitaine Fracasse là, et là il y avait 3-4 scènes dans toutes les ruines. Et au fur et à mesure du spectacle, on va se promener dans l'abbaye et on va voir différents endroits, différentes scènes à différents endroits. Du coup, ouais, moi j'ai vraiment adoré. Guillaume et mon père ont beaucoup aimé aussi. Les acteurs étaient vraiment super parce que bon voilà, c'est des comédiens, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Il y avait le prêtre qui oubliait un petit peu son texte et c'était dommage. Mais par contre, tous les autres jouaient vraiment super bien. Dans ce genre d'environnement, tu dois vraiment gueuler pour te faire entendre. Et quand tu gueules, c'est difficile de mettre des intonations de voix. Et pourtant, ils y arrivaient. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions qui passaient dans leur voix. Et bon, des émotions de manière générale, c'est Roméo et Juliette. Enfin, c'était... Pouf. Pour le coup, c'était mind-blowing. La mise en scène était aussi intéressante, le peu d'éléments de décor et tout ça était vraiment très bien utilisé. Franchement, j'ai trouvé ça super. Une autre expo au MIMA à Bruxelles, cette fois, Rubikubisme. Alors c'est un style d'art qui a été inventé et n'est utilisé que par le street artist Invader. En fait, il met des Rubik's Cube avec les 9 pixels d'une face, il choisit quelle couleur il a envie de mettre, et puis il colle des Rubik's Cube ensemble pour former soit une sculpture, soit une fresque. J'ai trouvé ça vraiment super cool, c'est très inventif, c'est très ludique. Il y a une vidéo où on le voit faire, mais on voit pas son visage parce que c'est Invader, on le voit faire les Rubik's Cube et les mettre les uns à la suite des autres, et en fait ça traduit d'une capacité de synthèse pour réussir à faire de la mosaïque, hein, comme il fait le reste du temps, mais de vraiment comprendre quelles couleurs vont donner quel effet et vont permettre de mettre en lumière quelle partie, etc. Enfin, c'est vraiment un travail de fou. Et j'aime bien aussi comme on voit qu'il a un média, qui est du coup le Rubikubisme, et au fur et à mesure du temps, il s'en sert pour faire différentes choses, pour partir dans différentes directions. Les premières œuvres qu'il a faites avec cette technique sont très différentes des dernières, et du coup je trouvais ça vraiment très chouette. Alors, un autre livre, une BD. Regardez-moi comme elle est belle, elle brille. C'est Le Transcripteur, un an sous thé de Camille Guérin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une personne trans, d'un homme trans, et il parle surtout de son expérience vis-à-vis de son travail, et il a un métier un petit peu particulier puisqu'il est transcripteur de braille. Donc en fait, il transcrit des textes en braille pour les rendre accessibles aux personnes aveugles. Du coup, c'est génial parce que en plus de parler de transidentité au travail, ce qui est un sujet plus précis qui est pas toujours abordé, il parle aussi des personnes aveugles ou des personnes en situation de handicap. Par exemple, il parle d'un sport auquel il a commencé à jouer, bah lui du coup il doit se bander les yeux pour pouvoir jouer avec eux, mais c'est un sport spécialement pour les aveugles. Alors c'était un projet Ulule, sa BD est retrouvable sur Instagram aussi. Alors je trouve ça un petit peu décevant, c'est dommage, mais bon malheureusement c'est souvent comme ça et bon ça se comprend, hein. Quasiment tout est sur son Instagram, je pense qu'il y a quasiment pas d'inédit. Moi ce que je fais c'est qu'en général quand je participe à un projet Ulule ou quand une personne de mon entourage participe à un projet Ulule et que je vais pouvoir obtenir la BD, j'arrête de lire l'Instagram. Je ne le lis plus du tout parce que en fait je sais que le jour où je vais avoir la BD dans les mains, je vais me faire tout spoiler. Du coup voilà, moi je l'ai découverte avec ça, mais je sais que sur son Instagram il y a presque tout. Alors c'est aussi sous forme de furies, donc ils sont tous, c'est tous des animaux d'espèces différentes et ils ont tous, ils sont tous très très attachants. Ils montrent aussi ses émotions sous forme de petits fantômes colorés comme ça.
et c'est vraiment très très joli tout en étant assez simple comme ça et assez minimaliste. On voit aussi l'évolution, il y a des dessins qui sont plus vieux, d'autres plus récents, et globalement c'est vraiment un livre très réconfortant quoi. Il y a beaucoup d'émotions positives, ça fait du bien, même si bah oui voilà il y a du mégenrage, il y a des problèmes, il y a de la dysphorie. On voit qu'il y a une évolution qui est très positive, qu'il y a quand même une acceptation générale. Alors, par exemple il a un aveugle qui travaille avec lui, qui lui est hyper pointilleux sur le fait de faire respecter son nom et ses pronoms par absolument tout le monde, et c'est adorable. Donc voilà, un super livre, je ne sais pas trop si vous pouvez toujours l'acheter, mais en tout cas vous pourrez retrouver sa BD sur Instagram, je vais vous donner le lien, parce que c'est très mignon et très cool. Et on termine par une petite exposition que j'ai été voir récemment avec ma maman et Guillaume. Alors ça se passait à la Villa Empin à la Fondation Bogossian, c'est Portrait of a Lady. Donc c'était une petite exposition sur la représentation de la femme dans l'histoire de l'art. Alors c'est comique parce qu'on l'a faite à l'envers, donc on est rentré par la dernière salle, ce qui du coup fait qu'on a commencé avec les artistes contemporaines qui dépeignent l'image de la femme aujourd'hui, et on est revenu dans le temps jusqu'au Vénus préhistorique. La sélection d'œuvres est relativement réduite. La Villa Empin, c'est pas un immense musée, c'est une villa. Du coup, c'est pas une immense exposition. Pour le coup, ils ont bien choisi la direction dans laquelle ils allaient, parce que la représentation de la femme dans l'histoire de l'art, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais pour le coup, on voyait quand même vraiment un point de vue sur les choses, un choix dans les œuvres très précis, et une direction qui était vraiment bien nette. Et puis la Villa Empin, c'est un très bel espace d'exposition, c'est une très jolie villa. J'espère qu'on aura l'occasion de retourner faire des expositions là-bas. Et voilà, c'était tout pour ce mois de juillet et août 2022. J'espère que ce bouillon de culture vous a plu, que vous avez trouvé de l'inspiration, que ça vous a peut-être donné envie de vous aussi relire des livres que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, ou d'aller checker des BD sur Instagram, ou d'aller voir des expositions, ou d'aller voir Roméo et Juliette au théâtre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager, blablabla. Aussi, regardez mes nouvelles boucles d'oreilles comme elles sont trop belles. J'adore. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous aime.